Salut les Game Dev, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 13e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons implémenter ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et donc dans cet nouvel épisode, nous allons finaliser notre système de Aim Assist, donc c'est la troisième et dernière partie du tuto dédié au Aim Assist, le Aim Assist qui est utilisé dans le jeu Halo 5. Alors, dans cette troisième partie, nous allons implémenter la possibilité de prendre en compte le base spot et le head spot. Si vous vous rappelez bien, dans les épisodes précédents, base spot, c'est lorsqu'on vise le corps de l'ennemi, donc on lui fait des dégâts de base, et head spot, c'est lorsqu'on fait des headshots, justement, et donc on multiplie les dégâts par un certain facteur, notamment un facteur 5, par exemple, pour faire beaucoup plus de dégâts. Donc, cette fois-ci, le système de Aim Assist, dans l'épisode précédent, en fait, il visait n'importe quelle partie du corps, et cette fois-ci, à chaque fois que nous allons engager le système sur un ennemi, nous allons automatiquement nous placer sur une position définie de base par une interface, et lorsque la tête de l'ennemi va entrer dans le cercle rouge, on va viser sa tête. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une petite zone rouge ici qui permet de viser la tête de l'ennemi. Donc, vous avez dû remarquer aussi, nous allons améliorer aussi un petit peu l'affichage du debugging pour qu'on puisse bien voir ce qui est en train de se passer et dans quel état le système de Aim Assist entre. Donc là, on peut voir que le réticule devient jaune lorsqu'on est en mode bending, il devient rose lorsqu'on lock la base et rouge lorsqu'on lock la tête. Et enfin, le dernier point que nous allons aborder dans cet épisode, c'est la phase de magnétisme. Donc là, si jamais un ennemi se trouve entre le cercle cyan et le cercle rose ou magenta, je ne sais jamais ce que comme couleur exactement, on va ralentir en fait la vitesse de la caméra. Donc c'est plus visible lorsqu'on utilise une manette. On va ralentir histoire toujours de faciliter un peu plus la visée de l'utilisateur. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evan, et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je trouve les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti. Alors, donc là, je viens d'ouvrir le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Et pour rappel, dans l'épisode précédent, nous avons mis en place le fait de faire un bend du réticule. Donc, bend, en fait, c'est le fait de pencher le réticule, en quelque sorte, de manière à se caler sur l'ennemi qui rentre dans la zone jaune de notre aiming system. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais là, peu importe l'endroit où je place mon viseur, le réticule se cale un petit peu, on va dire, de manière aléatoire. En fait, c'est pas vraiment aléatoire, c'est juste qu'il va se caler sur l'un des points qui aura été touché par les sphere trace que nous avons lancés au travers du aiming system. Nous, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que à chaque fois qu'un ennemi va être sous, que notre système de aiming va engager un ennemi, on va viser par défaut son corps, donc le base spot. Et si jamais l'utilisateur va placer la tête de l'ennemi dans la zone rouge ici, donc dans le cercle rouge, cette fois-ci, on va viser sa tête. Et pour ce faire, nous allons utiliser une interface, vous allez voir que c'est assez pratique, et ça nous permet d'éviter de faire des castes à tout va, d'implémenter ça aussi directement dans les ennemis. Donc, je vais fermer ça, je vais aller dans le dossier Funky Shooter, Core, ensuite Ennemi, je vais faire un clic droit, Blueprint et Blueprint Interface. Je vais appeler ça BPI Damageable. Alors, lorsque vous allez ouvrir une interface, vous avez cette interface. Et en fait, du coup, tout ce que vous pouvez faire, c'est définir des fonctions avec des paramètres en entrée et des paramètres en sortie. Donc, je vais faire ça tout de suite et je vais vous expliquer ensuite comment est-ce que ça va fonctionner. Donc là, la première fonction, le new function 0, je vais renommer ça en get base spot screen location. Je vais mettre en output un vector 2D. Je vais appeler ça screen location. Ensuite, je vais faire une nouvelle fonction que je vais appeler cette fois-ci get weak spot screen location. Et en output, je vais mettre aussi un vector 2D et je vais mettre ça à screen location. Alors, donc là, c'est tout ce qu'on a à faire avec une interface. Et je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas à peu près les interfaces, à quoi ça sert. En gros, une interface, c'est un petit peu comme une sorte de, comment je peux dire ça, une sorte de carte d'identité en quelque sorte, ou des propriétés que nous allons ajouter à des acteurs. Et donc, une interface, on va dire, ok, tous les acteurs qui vont implémenter cette interface-là, donc qui vont avoir l'interface accrochée à eux en quelque sorte, ils vont devoir forcément
implémenter ces deux fonctions-là, BaseSpot Screen Location et WeakSpot Screen Location. Qu'est-ce que ça implique? C'est qu'en fait, on peut vérifier un acteur autrement qu'en passant par un cast. Donc, par exemple, si on veut savoir s'il s'agit d'un ennemi, ce qu'on va faire, on va faire un cast to BP underscore ennemi, et voilà, c'est intéressant. Mais par contre, imaginez que nous avons plusieurs ennemis de types différents et qu'on veut avoir cette même fonction-là qui permet d'attraper le screen location. En fait, lorsque vous allez activer le système de aiming, en fait, le souci, c'est que vous allez faire plusieurs casts. Un cast vers le BP ennemi, je sais pas, chien, BP ennemi chat, BP ennemi pingouin ou des choses comme ça. Et en fait, l'avantage du damageable, c'est que plutôt que de faire un cast, de dire est-ce qu'il s'agit d'un BP ennemi, donc appelle cette fonction-là, on va dire en fait, est-ce que cet acteur implémente l'interface. On s'en fout de savoir ce que c'est comme acteur, on sait qu'il a une interface de type BPI damageable, dans ce cas-là, on sait qu'on peut récupérer sa position weak ou sa position base. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, je vais compiler, sauvegarder, et je vais aller dans la classe BP Enemy Master. Et donc, dans BP Enemy Master, comment est-ce qu'on dit que cette classe-là doit implémenter cette fameuse interface? On vient ici dans les classes Settings, et on va dire, voilà, vous avez Interfaces ici, Implemented Interfaces. On va sélectionner dans Add, et on va choisir BPI Damageable. Donc, je sélectionne ça, et là, vous avez peut-être remarqué quelque chose qui s'est passé à gauche. Donc, ici, on a bien les deux fonctions qui sont apparues. Interfaces, Get Weak Spot Screen Location et Get Base Spot Screen Location. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Si je double-clique dessus, vous allez voir qu'en fait, on a bien les fonctions qui ont été implémentées. Ça veut dire que lorsqu'on va appeler cet acteur-là, on va juste demander est-ce que tu implémentes l'interface? Si oui, dans ce cas-là, je te demande de faire appel à ta fonction Get Weak Spot Screen Location ou n'importe quoi d'autre et renvoie-moi le résultat. Donc là, on est dans le Weak Spot Screen Location. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est que lorsqu'on va viser par exemple la tête, on va lui dire ok, écoute, là la tête se trouve bien pardon dans le screen, dans le cercle rouge, renvoie-moi du coup la position de la tête réellement. Donc comme ça au moins je peux placer mon réticule directement sur sa tête. Donc là, comment est-ce que je vais fonctionner? Je vais simplement utiliser les bones de notre personnage. Donc ici, j'ouvre le mesh et je vais dans Skeleton. Et donc ici, en fait, je vais juste aller récupérer la position de la tête. Elle se situe où? Tac, je vais taper head, voilà. Donc le bone head, moi ce que je veux, c'est que à chaque fois que je vais faire appel à la fonction, je vais demander la position de ce bone là. Comme ça au moins je vais envoyer la position de ce bone là à l'écran. Résultat, si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent, on mesurait la distance entre le centre de l'écran et une position à l'écran, ben, en fait, on va mesurer cette fois-ci la position entre ces deux-là. Et si la distance entre le bone de la tête à l'écran et le centre de l'écran est inférieur au rayon du cercle rouge, du coup, donc ici, si la position du bone de la tête, enfin la distance entre le bone de la tête et le centre de l'écran est inférieure au rayon du cercle rouge, dans ce cas-là, on renvoie bien la position du weak spot. Donc, de retour dans mon BP Enemy Master, ici, Get Weak Spot Screen Location, je vais faire un Get Player Controller. Ensuite, je vais aller chercher le mesh ici. Je vais faire un Get Socket Location. Donc en fait, pour rappel, je l'ai déjà utilisé dans un épisode précédent. Si vous mettez la souris dessus, vous voyez qu'on récupère soit la position d'un socket, soit la position d'un bone. Donc moi, le bone que je vais récupérer, c'est le bone qui a le nom head. Donc il faut bien récupérer exactement le même nom. Donc je vais copier le nom, je fais un clic droit, copy selected bone names, parce que si vous mettez un H majuscule alors qu'ici c'est écrit en minuscule, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je copie le head ici, et je vais faire un project world to screen. Donc pareil, ça c'est un nœud qu'on a utilisé dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous suivez cette série-là tout de suite, seulement au cours de cet épisode-là, je vous invite à regarder la série depuis le début parce que c'est quand même une série qui est assez longue et on utilise beaucoup de connaissances à l'intérieur de cette série. Donc n'hésitez pas à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Donc là, je branche le player controller. Ici, je branche la position du socket et je vais brancher ça là. Donc pour rappel, cette fonction-là, Project World to Screen, ça va prendre une position dans le monde, donc la position du bone en l'occurrence, et ça va me renvoyer la position à l'écran, ce dont on a exactement besoin. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller dans le Base Spot Screen Location, Get Base Spot Screen Location, et je vais faire à peu près la même logique, mais cette fois-ci pour un autre bone. Et le bone que j'ai décidé
d'utiliser pour cette partie-là, c'est le Bone Spine 2. Celui-là. Parce que je trouvais qu'il était plutôt bien placé, donc pile au centre du torse en quelque sorte. Et donc à chaque fois qu'on va viser, on va viser ce point-là précisément. Donc pareil, je copie Selected Bone Names, voilà. Je vais dans Enemy Master. Ensuite, du coup, je vais copier ça. Le weak spot, je vais copier le code ici, parce que c'est la même chose finalement. Et je vais retourner chercher le nom de mon spine underscore 02. Et donc là, maintenant qu'on a ça, on peut passer à autre chose. Donc je vais compiler, je vais sauvegarder, et cette fois-ci, nous allons passer directement dans le aiming system pour mettre à jour justement et prendre en compte ces deux zones-là. Alors, donc de retour dans mon content, cette fois-ci, je vais ouvrir le AC Aiming System. Et donc la première fonction que nous allons modifier pour prendre en compte cette interface, ça va être la fonction Search for Pawn to Engage On. Donc je vais l'ouvrir. Et ici, en fait, pour rappel, cette fonction, comment est-ce qu'elle fonctionnait? On fait appel à plusieurs sphères que nous allons lancer dans le monde. Et en fonction de si elle touche ou non quelque chose, on va récupérer le pawn qui se trouve le plus proche du centre de l'écran pour envoyer sa position à l'écran. Alors, donc là, ça va être une modification relativement rapide à mettre en place. On va aller directement sur la fin de la fonction, juste avant le return node. Et donc ici, en fait, je viens tout juste de le dire, on va récupérer la position du pawn qui se trouve le plus proche du centre de l'écran. Et on voit sa position à l'écran. Donc là, je vais détacher cette partie-là et cette partie-là. Je vais éloigner un peu le return parce que nous allons ajouter une petite logique à tout ça. Donc premièrement, je vais faire un clic droit ici, promote to variable, et je vais to local variable, pardon, et je vais appeler L engaged pawn screen location. Donc ça, c'est la position de base du pawn à l'écran par rapport au hit que nous avons fait. L'autre truc que je vais faire ensuite, c'est que ici, le break hit result, je vais le déplier. Et je vais prendre le hit actor, je vais faire un clic droit, promote to local variable, et je vais appeler ça cette fois-ci L engaged pawn. Donc ça, c'est l'acteur vraiment qui a été touché. Je veux une référence vers cet acteur-là. Donc ensuite, maintenant qu'on a ce truc-là, c'est à ce moment-là en fait que l'interface va entrer en jeu. Donc là, je vais éloigner encore un petit peu ça, je vais faire un petit branch, je vais mettre une petite logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc là, hop, voilà, je vais prendre le engaged pawn ici, je vais faire un those implement interface, je vais brancher ça ici, et je vais choisir le BPI damageable. Ensuite, là, je vais prendre ce pawn là, je vais faire un get weak spot screen location, voilà, et ici, je vais tirer un autre câble et je vais faire get base spot screen location. Donc je pense que vous aurez deviné ce que je viens de faire. Je vais rebrancher le return ici. En gros, ici, those implement interface, qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, je viens de demander, est-ce que ce pawn, je m'en fous de savoir sa classe, parce que pour moi, là, tout de suite, c'est un actor. Vous pouvez voir ici que c'est un actor, c'est pas un BP enemy master. Est-ce que cet acteur en question, il implémente l'interface? Si oui, dans ce cas-là, je sais qu'il a un weak spot et un base spot. C'est pratique parce que du coup, on pourra mettre ça sur n'importe quel type d'ennemi. Imaginez qu'on a par exemple un ennemi qui a plusieurs têtes, on peut aussi placer plusieurs weak spots sur sa tête et donc changer un peu cette interface pour appeler cette fonction-là plusieurs fois. Ensuite, maintenant que j'ai récupéré tout ça, il faut bien renvoyer tout ça ici. Donc là, je vais ajouter un nouveau paramètre en sortie, je vais appeler ça B minuscule those implement interface. Donc là, on a fait was pawn found. Donc est-ce qu'un pawn a été trouvé? Oui, il a été trouvé. On peut envoyer sa position à l'écran qui a été stocké ici, engaged pawn screen location. Ensuite, est-ce qu'il implémente l'interface? Donc là, on est dans le cas où oui, il implémente l'interface. Et si oui, je vais renvoyer le base spot. Voilà, je peux glisser ça comme ça. Donc, screen location, je vais quand même renommer ça en base spot screen location. Et celui-là, je vais brancher aussi ici. Et je vais mettre ça weak spot screen location. Et enfin, là, si jamais on n'a pas
si on a touché un acteur qui, lui, n'implémente pas l'interface en question, cette fois-ci, je vais renvoyer ce truc-là. Je vais dire, OK, on a bien trouvé un pawn, sauf que lui, il n'implémente pas l'interface. Donc, on décoche ce truc-là. Et là, on va juste renvoyer sa position à l'écran qui a été trouvée par la sphère. Donc, pour rappel, ici, une fois qu'on a touché plusieurs pawns avec le multisphere trace, on récupère le pawn le plus proche de l'écran, on stocke sa position à l'écran tel que le sphère a trouvé, on récupère une référence vers cet acteur quand même pour vérifier s'il implémente l'interface ou pas. S'il implémente l'interface, dans ce cas-là, on récupère la position de son base spot et de son weak spot qu'on va renvoyer au travers du return load afin de pouvoir traiter ça un peu plus tard. Et donc, si vous retournez dans l'event graph ici, vous pouvez voir que cette fois-ci, on a beaucoup plus de paramètres qui sortent de cette fonction. Donc là, maintenant que nous avons tout ça, on va pouvoir modifier la fonction adjust crosshair screen location. Donc, pour info, cette fonction-là, c'est elle qui permettait justement de déplacer la position du réticule. Mais avant de continuer, je vais retourner dans le content. Ici, je vais fermer les fenêtres que je n'ai plus besoin. Voilà. Et le damageable aussi. Et donc là, dans le aiming system, je vais faire un énumérateur. Je vais faire un clic droit. Je vais chercher blueprint, c'est ça, blueprint, énumération, et je vais appeler ça aiming system state. Alors, pourquoi est-ce que je crée ça? Ça va faciliter en fait le traitement un petit peu de l'état actuel du système, notamment lorsqu'on va envoyer toutes ces informations-là dans le HUD de debug. Le HUD de debug va demander, écoute, dans quel état est-ce que le système il est? S'il est dans le système not engaged, par exemple, où il n'est pas engagé, on va rien faire. S'il est dans l'état bend, on va dessiner cette fois-ci un réticule jaune avec le mot bend au-dessus. Voilà, ça sert un petit peu à ça, en plus d'autres petites choses. Donc là, je vais faire un nouvel état que je vais appeler not engage. Donc là, c'est lorsque le système n'est pas engagé. Ensuite, je vais faire, en tout cas, faire 5 nouveaux états. 2, 3, 4, 5. Je vais appeler le nouvel état magnétisme engaged. Donc là, c'est lorsqu'on est dans la zone de magnétisme, celle où on ralentit justement la vitesse de la caméra. Ensuite, je vais mettre bending crosshair, donc là c'est lorsqu'on est dans la zone jaune où le crosshair commence à se déplacer du centre de l'écran pour essayer d'attraper le pawn sur lequel le système est engagé. Ensuite je vais faire un simple engage. Donc là le simple engage en fait c'est l'état dans lequel le système sera si jamais le pawn qui est en train d'être visé n'implémente pas l'interface, parce que peut-être que exceptionnellement pour certains ennemis on aimerait ne pas l'implémenter tout simplement. Et enfin le locking on base pour dire qu'on est en train de viser le base spot, donc le corps, et locking on weak pour dire qu'on est en train de viser le weak spot, c'est-à-dire la tête. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Je vais aller dans le aiming system ici, je vais créer une nouvelle variable, je vais appeler ça current state. Je vais donner un type de variable aiming system state. Je vais compiler, je veux bien vérifier qu'il est en mode not engaged lorsqu'on commence le jeu, tout simplement parce que le système n'est pas forcément engagé. Donc maintenant que je suis dans l'event graph ici, on va modifier cette fonction-là. Donc cette fonction-là, elle aura besoin de récupérer les autres informations. Donc ici, on va ajouter une variable booléenne qu'on va appeler bdose implement interface. Voilà, je vais brancher ça là. Hop. Ensuite, je vais mettre un base spot screen location, donc de type vecteur 2D. Hop. Vector 2D. Je vais appeler ça base spot screen location. Ensuite, un weak spot screen location. J'aime pas mettre d'espace entre les noms. Voilà. Et enfin, maintenant qu'on a tout ça, je vais faire une autre modification par rapport au code qu'on a créé la dernière fois. C'est que ici, en fait, vous voyez le crosshair, on définit sa position en fonction de si on a trouvé un pawn ou pas. Je me suis rendu compte après, en fait, que finalement, c'est lui qui est censé définir la position du crosshair. Donc, ce code-là n'a pas lieu d'être. Il faut que ce code-là soit placé à l'intérieur de cette fonction-là, vu que c'est elle qui s'occupe de positionner le crosshair comme il faut. Donc, pour rappel, cette partie-là, si on avait trouvé un pawn, on faisait appel à cette fonction pour déplacer le crosshair, et si on n'en trouvait pas,
placer le curseur, enfin donc, du coup le réticule, au centre de l'écran. Donc là, en fait, c'est lui qui va définir directement la position de si on le laisse au centre de l'écran ou pas. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer cette partie du code et cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, nous allons implémenter tout ça directement dans la fonction ensuite. Et là, plus besoin du branch, je vais brancher ça ici. Par contre, ici, je vais ajouter une nouvelle variable de type booléen que je vais appeler b was pawn found. Donc, cette variable-là, je vais la monter tout en haut, histoire d'être au même niveau que l'autre variable ici, et je vais brancher celle-là. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va commencer à corriger un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je compile mon code, et donc, dans la fonction adjust crosshair screen location, on a tout un tas de variables à récupérer ici à l'entrée. Donc, je vais stocker tout ça dans des variables locales, parce que ça facilite un petit peu la lecture ensuite. Hop, je fais un clic droit ici, promote to local variable L was pawn found. Ensuite, promote to local variable L those implement interface. Ensuite, local variable encore, base spot, j'oublie le L, screen location. Ensuite, le L underscore, oups, L weak spot screen location. Donc maintenant que j'ai tout ça, je vais brancher un petit peu ça assez rapidement. Voilà. Donc, je mets ça là. Bon, on s'en fout un petit peu de l'ordre. Pour le coup, c'est juste pour les récupérer. Je vais vous laisser faire du ménage après le tuto. Donc là, on récupère toutes les infos ici, directement. Et donc maintenant que j'ai ça, c'est donc là que toute la logique va se passer. Alors, pour rappel de ce qu'on a implémenté dans l'épisode précédent, c'est que ici, si jamais le pawn se trouve en dehors de la zone de bend, on n'a pas besoin d'ajuster la position du curseur. Là, c'est dans le cas où il est dans la zone de base shot. Dans ce cas-là, on envoie la position du pawn directement à l'écran. Donc, on va modifier. Je pense qu'on va apporter de grosses modifications un petit peu à tout ça. La première modification à apporter, ce sera ici. Donc, si le pawn se trouve en dehors de la zone de bend, on n'a pas besoin d'ajuster la position du curseur. Donc, là, le truc que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord ajouter le changement d'état de notre système. Donc, pour rappel, l'état, c'est le fameux énumérateur qu'on vient de créer. Donc, je vais prendre le current state. Et ici, dans la partie où on envoie la position de base du pawn, je vais venir glisser le current state ici. Et donc là, le current state, si jamais on vise un pawn qui se trouve dans la zone normale, on va envoyer sa position normale qui a été détectée par le sphere trace. Donc pour info, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on est en mode simple engage. Donc on est en train de viser un pawn qui n'est pas qui n'implémente pas l'interface. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste après, nous allons implémenter toute la logique qui va permettre de viser justement le base spot ou le weak spot. Ensuite, si jamais on entre dans cette phase-là ici, pour rappel, c'est si jamais on n'a trouvé aucun de ces trucs-là, on se trouve donc dans la zone de bend, et cette fois-ci, on va devoir déplacer le curseur pour essayer de rattraper le pawn sur lequel le système est engagé. Donc là, je vais mettre un current state, et donc dans ce cas-là, hop, je branche ça ici. Dans ce cas-là, on est dans un cas de bending crosshair. D'accord? Donc en fait, le current state ici va être récupéré encore une fois par le HUD, et lui, c'est lui qui va adapter, on va dire, la tranche du HUD de debug. Et donc là, nous allons commencer à modifier un petit peu cette partie-là. Donc là, si jamais le pawn se trouve à l'intérieur de la zone de bend, donc ici, en gros, le système est activé seulement lorsqu'on rentre dans la zone Sion. Si jamais on est en dehors, on n'a pas besoin d'activer quoi que ce soit, si ce n'est le système de magnétisme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, le viewport center location, donc lorsqu'on envoie la position du centre de l'écran, vu que le système n'est pas engagé, je vais apporter une petite modification. Premièrement, c'est que je vais modifier la partie qu'on vient juste de retirer dans l'event graph. Je vais prendre dans les local variables ici, je vais prendre un was pawn found. Je vais mettre un end et je vais brancher ça ici. Donc là, on ne continue à traiter
le système ici avec les différents bending et autres locks et tout le reste, seulement si on a déjà trouvé un pawn et si jamais ce pawn se trouve dans la zone de bend au minimum. Si jamais un pawn n'a pas été trouvé ou si jamais il n'a pas si jamais le pawn n'a pas été trouvé ou si jamais il est en dehors de la zone de bend, dans ce cas-là, on va envoyer le viewport, mais par contre, le state que nous allons mettre ici, tac, le current state, il va dépendre en fait de la position du pawn par rapport à la zone de magnétisme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le engaged pawn dist to viewport center, donc c'est la position du pawn par rapport au centre de l'écran. Je vais vérifier est-ce que c'est inférieur ou égal à la magnetic zone radius. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que on a vérifié est-ce qu'on est en dehors de la zone de bend, donc en dehors de la zone Sion. On sait qu'on est dans cette zone-là, mais on va quand même vérifier est-ce qu'on est au moins ici. Si on est au moins ici, dans ce cas-là, on va mettre un état magnétique. Et comment est-ce qu'on va choisir ça? On va faire un simple select. Je vais brancher ce truc-là ici. Et donc, si jamais le pawn se trouve dans la zone de magnétisme, dans ce cas-là, ici, le not engage, on va le mettre à magnétisme engaged. Sinon, s'il ne se trouve pas dans cette zone de magnétisme, ça veut dire que le pawn se trouve vraiment en dehors de tout le système et donc on ne fait rien du tout. On envoie juste la position du centre de l'écran et on met le système en not engage. J'espère que c'est compréhensible. Je ne sais pas si je vais un petit peu trop vite pour le coup, mais bon. Donc maintenant qu'on a tout ça, ici c'est la partie bending et visée d'un pawn qui n'implémente pas l'interface. Donc là, on va descendre cette partie-là ici, puisqu'on va ajouter là un nouveau branch. Et ce branch-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce que le pawn implémente l'interface. Donc le does implement interface. S'il n'implémente pas l'interface, dans ce cas-là, on garde le système de base qui a été codé dans l'épisode précédent, on fait le bend si besoin. Si par contre il implémente l'interface, on va devoir faire une petite logique. Donc là, je vais créer une toute petite logique ici. Donc s'il implémente l'interface ici, on passe par là et je vais faire un branch. Ensuite, ici, tac, je vais brancher ça. Donc si on implémente l'interface, ça veut dire que ces deux valeurs-là ont récupéré une valeur qui correspond justement à la position du base spot et du weak spot à l'écran. Donc je vais faire un distance. Je vais prendre le base spot d'abord. Je vais placer un viewport center location. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire un inférieur ou égal. Et je vais chercher un headshot zone radius. Ensuite, je me suis trompé. En fait, c'est pas le base spot, mais plutôt le weak spot. Vous l'aurez deviné, vu que vous avez vu le headshot zone radius. Je vais brancher ça là et je vais vous expliquer un petit peu en détail ce que je viens de faire ensuite. Donc, le current state, je vais mettre un locking on weak ici. Et je vais faire un return node et je vais renvoyer le weak spot location. Alors, donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé ici, donc on sait que le pawn implémente bien l'interface, et donc on va vérifier, est-ce que la distance entre le weak spot et le centre de l'écran est inférieure à la headshot zone radius. Donc en gros, on vérifie, est-ce que le weak spot du personnage se trouve bien dans le rayon de la zone de headshot? Ben, la preuve, là, vous voyez que le système fonctionne déjà, et qui va déjà se placer directement sur la tête dès qu'on vise le truc. Bon là, il ne retourne pas à sa place, tout simplement parce qu'on n'a pas fini d'implémenter la fonction. Ensuite, là, si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va faire un autre branch. Voilà. Et ici, je vais prendre le engaged pawn dist to center. Je vais faire un inférieur au, cette fois-ci, inférieur ou égal au base shot zone radius. Ici, dans ce cas-là, je vais copier ça là. Et je vais faire un locking on base. Et le base spot screen location ici, je vais venir l'utiliser là pour remplacer le truc. Donc là, je pense que vous l'aurez deviné. Si jamais la position du pawn qui a été trouvé est inférieure. Alors, pardon, si la distance du pawn
qui est trouvée est inférieure à celle du base shot zone radius, donc du coup, cette partie-là ici. Donc si jamais le point qu'on a détecté se trouve dans la zone jaune, dans ce cas-là, on va viser le base spot. Donc ici, vous voyez que je vise le corps directement. Donc là, on est sur du locking on base et on voit la position du base spot. Donc c'est pour ça que vous avez vu justement qu'on lockait bien le bon endroit directement sur l'ennemi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais on est en false? Si jamais on est en false, ça veut dire en fait qu'on est toujours dans la zone de bend. Donc là, je vais venir tirer ça ici et je vais mettre ça là. Donc du coup, si jamais on n'est pas dans le weak spot ou dans le base spot, donc en fait c'est l'inverse, le weak spot et le base spot ici, dans ce cas-là, on est dans la zone de bend et donc on va bien déplacer le crosshair correctement. Donc on va essayer ça, est-ce que ça fonctionne? Hop. Donc là ici, ouais, on vise bien le base spot, on vise le weak spot, et donc tout a l'air de fonctionner correctement. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous est utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager autour de vous, car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Aussi, si vous avez quoi que ce soit à dire, comme un commentaire ou dire ce que vous avez pensé de la vidéo, voire même me poser des questions, me faire des requêtes pour des tutos futurs, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ci-dessous. J'essaye d'y répondre au maximum et le plus rapidement possible, et ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient soutenir mon travail, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien YouTube que vous trouvez dans la zone de description. Ça me ferait très plaisir si vous pouvez regarder une publicité, voire même faire des dons, ça aide toujours pour le travail. Donc cette fois-ci, nous allons reprendre le tuto toujours dans le aiming system. Et maintenant que nous avons implémenté le système de base, nous allons embellir un petit peu notre HUD, histoire de mieux comprendre un peu ce qui se passe pour pouvoir analyser plus tard. Mais donc, si vous voulez modifier certaines mécaniques de gameplay et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que le aiming assist bug, tout simplement, ben on va utiliser ce fameux debug pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc, pour commencer, ici, dans l'event graph du aiming system, donc là, maintenant qu'on a complété ces deux fonctions-là, le adjust crosshair et le search for point to engage on récupère la position du crosshair et ici, on envoie la position du crosshair au debug HUD. Donc, je l'ai déjà ouvert en fait, du coup, il est ici et lui, il récupère la position du main crosshair qu'on a donné là. Et il va afficher du coup le main crosshair à la position donnée à l'écran. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que en plus de cette information-là, nous allons aussi stocker une nouvelle info. Donc là, je suis dans le aiming HUD et je vais créer une nouvelle fonction, une nouvelle variable, pardon, current system state. Donc cette variable-là, elle va être du type aiming system state. Donc elle va permettre de récupérer du coup dans le aiming system l'état actuel du système. Donc là, je fais un set current system state et je vais venir brancher le current state. Donc au moins, du côté du debug, on va savoir dans quel état le système il est, et du coup, on va pouvoir afficher un crosshair jaune si jamais on est en train de faire un bend, un crosshair rouge si on vise la tête ou des choses comme ça. Et aussi par sécurité, ici, je vais faire un branch pour vérifier tout de même, est-ce que je suis bien avec un debug d'activer. S'il n'est pas activé, ben on va faire appel à ces variables-là qui n'existent pas vu qu'elles n'auront pas été initialisées dans le begin play. Et donc là, d'ailleurs, dans le begin play, nous allons apporter quelques modifications à toute cette logique-là qui consistait à envoyer les différents rayons au HUD de aiming. Donc, HUD de debug, pardon. Donc, ce qui va se passer, c'est que je voulais d'abord vous montrer quelque chose. Donc, ici, je vais faire le magnetic zone radius. Je vais changer un petit peu les dimensions des différents cercles de manière à avoir quelque chose de plus, comment dire ça, de final tout simplement, parce que là, pour le coup, bah, vous êtes d'accord avec moi, je pense que le cercle jaune est beaucoup trop large. Pareil pour le cercle rouge, on aide un petit peu trop le joueur. Pareil pour le bending, on va diminuer un petit peu tout ça, histoire d'avoir un système qui va être quasi final. Donc là, le magnetic zone radius qui est à 250, je vais mettre ça à 140. Ensuite, le bend zone radius, je vais mettre ça à 80. Le base shot zone radius, donc qui concerne la zone d'engagement du système, je vais mettre ça à 40. Et le headshot zone radius, je vais mettre ça à 20. Donc là, je vais faire un test, je vais lancer, je vais voir si jamais ça lance bien. Donc voilà, vous voyez que les modifications ne sont pas apportées. Et en fait, du coup, le souci avec ça, à quoi est-ce que c'est dû concrètement? C'est tout simplement parce que ici, à ce moment-là, en fait, on demande de modifier les variables, on demande de modifier les dimensions des différents cercles au HUD, ici. Mais le souci, c'est que en gros, on fait appel à ça et
cette partie-là est appelée après le begin play. Donc là, pour info, dans le begin play, on initialisait justement les différentes tailles. Et donc le souci, c'est que, pour le coup, le begin play est appelé bien avant et ne met donc pas à jour l'interface qu'on a ici. Donc la preuve, vous allez voir que le système il va commencer à bugger un petit peu. La zone de bend n'est pas active correctement, elle attend, voilà. En gros, le système a bien été mis à jour, mais pas le debug. Donc ce qu'on va faire pour corriger un petit peu ça, on va effacer le begin play ici, dans le aiming HUD. Je vais faire un custom event. Je vais appeler ça initialize. Donc ce custom event là, je vais brancher ça comme ça ici directement. Et en fait, cette fonction-là, elle va être appelée directement par le aiming system une fois que toutes les données ont été envoyées. Comme ça, on est sûr qu'on envoie les données avant même d'initialiser l'apparence du HUD. Donc là, une fois que j'ai fini d'initialiser, donc pour rappel, je suis dans le begin play du aiming system. Et une fois qu'on a initialisé, qu'on a envoyé toutes les données de Réan, on va faire un initialize. Donc là, si je branche ça comme ça et que je lance l'exécution, là, vous pouvez voir que du coup, notre système a la bonne taille. Donc, ça paraît beaucoup plus petit du coup par rapport à ce qu'on avait juste avant, mais c'est pas grave, hein, pour le coup, c'est ce qu'on voulait, parce qu'au moins, ça permet de pas trop tricher et de pas avoir un système qui est beaucoup trop permissif, on va dire, pour aider le joueur à viser. Donc, pour l'info, là, vous voyez que le crosshair, il sort justement, c'est un bon exemple, il sort de la zone jaune, alors que le base spot se trouve en dehors de la zone jaune. Donc pour rappel, la zone jaune, elle permet d'engager le système si jamais l'ennemi s'y trouve. Donc forcément ici, vous aurez l'impression que le système triche un petit peu puisqu'on vise le weak spot malgré tout. Mais c'est tout à fait normal, c'est juste que le weak spot se trouve en dehors, mais l'ennemi se trouve bien à l'intérieur du cercle jaune. Donc là, pour le aiming system, c'est bon, on a bien tout ce qu'il nous faut. On va aller dans le aiming system debug pour commencer à utiliser un peu cette nouvelle variable current system state afin de définir la position du réticule à l'écran. Donc lorsqu'il va bend, on va changer sa couleur, on va ajouter un texte différent, et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc là, hop, je vais venir chercher le current system state. Le texte, en fait, on va afficher un texte, donc je vais faire un select. Voilà, ici, je vais brancher ça. Et donc là, on va afficher un texte au-dessus du curseur en fonction de ce qui se passe. Donc là, le bending cursor, je vais mettre bending. Le not engage et le magnetism engage, on va rien ajouter au-dessus du cursor, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin, on le saura à ce moment-là. Ensuite, le simple engaged, je vais mettre un engage. Le locking on base, je vais mettre un lock on base. Le locking on weak, lock on weak. Et donc là, déjà, si je lance l'exécution, vous allez voir qu'on a bien notre texte qui apparaît en fonction du système. Donc bending, lock on base, lock on weak, ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai ça, on va changer la couleur. Et je trouve d'ailleurs qu'il est un petit peu, que le curseur est peut-être un petit peu épais. Donc je vais changer le circles line thickness. D'ailleurs, je vais mettre ça à 2, étant donné que c'est plus petit. Et le circles line smoothness, je vais mettre aussi à 2, histoire que le trait des différents cercles soit un peu plus fin, histoire de mieux voir un petit peu ce qui se passe. Et le crosses line width on screen, je vais mettre ça peut-être à 0,5, je pense que ça devrait le faire. Les deux valeurs à 0,5, ça devrait passer. Ouais. Bon, je pense que pour la vidéo, c'est peut-être un petit peu petit, donc je vais remettre à 1. Et donc là, maintenant que on a le texte, on va aussi ajouter la possibilité de changer la couleur. Donc je vais faire un color, je vais faire un select. Voilà. Et je vais venir brancher le current system state. Donc si jamais on n'est pas engaged, je vais mettre du cyan pour correspondre un petit peu à la couleur de base du curseur. Je vais copier ça. Hop, on fait comment déjà? Bon, je vais faire assez facile ici. Voilà. Je viens là, je sélectionne ça. Ensuite, lorsqu'on fait un bending, on va mettre du jaune, tant qu'à faire. Voilà. Mettre ça à 1. Si jamais on est en simple engaged, on va mettre du rose. Si on fait un locking on base, on va mettre du rose également. Voilà. Et si jamais on fait du locking on weak, donc lorsqu'on vise la tête, on met juste du rouge. Donc je compile, je sauvegarde. Et donc là, cette fois-ci, on a bien notre système qui affiche le bon texte
avec la bonne couleur en fonction de l'état du système actuel. Résultat, plus tard, vous pouvez voir si, par exemple, peut-être que la zone de bend, elle est trop épaisse, il faudrait peut-être la réduire un petit peu, ou réduire la zone de headshot, histoire de rendre un peu plus difficile les headshots, et ainsi de suite. Donc, vous devinez bien que plus ces cercles sont petits, plus le système va être activé moins facilement, on va dire. Donc, en gros, on va moins aider le joueur. Si vous voulez un système qui soit plus permissif, vous faites en sorte que le cercle jaune, du coup, le cercle de locking on base, en quelque sorte, qu'il soit un peu plus large. Comme ça, au moins, le crosshair, il est beaucoup plus facilement... on peut le bouger plus facilement, tout simplement. Et donc là, maintenant qu'on a tout ça, il ne nous reste plus qu'à ajouter un dernier truc à notre système, c'est le fameux type de magnétisme. Donc là, je vais implémenter, mais je pense que vous n'allez pas forcément voir ce qui va se passer, tout simplement parce que le magnétisme consiste à ralentir le mouvement de la caméra lorsqu'on rentre dans la zone rose. Donc ça va être plus facilement appréciable, on va dire, lorsqu'on joue avec une manette. Moi, je suis un joueur console, donc ça m'arrange. Mais vous allez aussi sentir à la souris, ça va faire un peu moins choquant, je pense, à la souris. Donc là, je vais aller dans le aiming system et en fait, vous allez voir que c'est assez facile et plutôt rapide à mettre en place le système de magnétisme parce que celui que je vais utiliser, il va être relativement simple. Il va juste consister, en fait, à ralentir. Des systèmes de magnétisme un petit peu avancés consistent à faire en sorte que, vous voyez là, l'ennemi qui bouge derrière, en fait, lorsqu'il va bouger et qu'il va entrer dans la zone de magnétisme, en fait, la caméra va même se mettre à se déplacer pour essayer de se caler sur l'ennemi. Je vais pas aller jusque-là, je trouve que c'est un petit peu trop complexe pour ce que ça fait. Je vais juste ajouter la possibilité de ralentir parce que je trouve que c'est déjà suffisant pour aider un petit peu le joueur. Donc là, dans le Aiming Assist, tout ce que je vais faire, c'est là où vous allez voir la puissance du current state justement, c'est que je vais venir ici, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler get magnetism factor. Donc, comme son nom l'indique, elle va récupérer un facteur de magnétisme. Donc, en output, on va renvoyer un float. Je vais appeler ça output result. Donc, le résultat en sortie. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire? On va faire un select float cette fois-ci. Alors, quelle est la différence entre select et select float? Select attend quelque chose comme une sorte d'énumérateur. Et select float attend plutôt un booléen et choisit entre un ou deux entre deux options, tout simplement. Donc là, je vais prendre le current state, je vais faire égal, et je vais mettre un magnétisme engaged, et en fait ici, je vais mettre un facteur, admettant, de, peut-être, alors j'ai mis combien dans mon truc? Ouais, 0,5. Je vais mettre ça à 0,5, et ici à 1, et je vais faire un promote sur variable du 0,5, je vais mettre magnétisme factor. Alors concrètement, à quoi est-ce qu'il va servir ce facteur? En fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le BP Player pour modifier justement la vitesse de la caméra lorsqu'elle se déplace. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc je compile, je vais ouvrir le BP Player qui se trouve dans le core. Et en fait, la vitesse de la caméra, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Voilà, le gamepad input, donc celui-là, et le mouse input. Donc je vais les mettre à un endroit un peu plus potable pour notre tuto, je vais les mettre ici. Donc ça, c'est le code de base qu'il y a lorsque vous ouvrez un third person sur Unreal Engine. Et donc là, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ici, on a le base turn rate qui consiste en fait pour le gamepad, donc pour la manette, en fonction de l'entrée qu'il fait sur son stick droit, on va aller plus ou moins vite ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de manière assez simple, je vais prendre le aiming system ici, je vais faire le get magnétisme factor. Oups, j'ai oublié de le rendre pur. Donc ici, je sélectionne le magnétisme factor, je fais pure. Comme ça, au moins, on n'a pas le pin d'exécution. Et je reviens ici, voilà. Donc en fait, j'ai ce magnétisme. Je vais juste ajouter ici un pin. Et en gros, je vais multiplier ça par le facteur qui va sortir de cette fonction. Donc pour rappel, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Le facteur, il va être de 0,5 si jamais le magnétisme est engagé, et il va être de 1 si le magnétisme n'est pas engagé. Ça veut dire que lorsqu'il va être égal à 1, on va se déplacer à une vitesse normale, et lorsqu'il va être égal à 0,5, on va se déplacer à une vitesse qui est du coup moitié plus lent. Donc c'est pas tout. Pour le gamepad input, je fais ça, et là je peux copier encore et venir mettre pour le mouse input. Et le mouse input, ce qu'on va faire, on va déplacer ces deux nœuds-là. On va faire un peu la même chose que de l'autre côté. Je vais faire un multiply. Je vais brancher ça là. Ici, je vais mettre un autre multiply. Et en fait, je vais venir brancher le magnétisme factor ici.
Donc, si vous voulez voir un magnétisme factor qui est un peu plus fort, on va dire, bah, dans ce cas-là, il faut diminuer la valeur du magnétisme factor ici. Vous pouvez mettre à 0,1, là, vous allez voir que il y aura un ralentissement assez fort du mouvement. Et je vous laisse l'observer par vous-même parce que tout simplement, si je bouge ma souris, vous n'allez pas forcément voir ce qui va se passer. Donc là, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et comme vous pouvez le voir ici, notre système de aim assist fonctionne correctement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous reproduisons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Alors, petit teasing, d'ici la semaine prochaine ou peut-être très bientôt, je pense revenir sur cette série-là. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. C'était Evans. Ciao!